Alors, c'est ça. Un coup, je suis en full screen. Par contre, je ne peux pas voir vos questions. Fait que si vous avez... Ah non, c'est là encore. Est-ce que vous voyez toute la présentation? Est-ce que ma bande de GoToMeeting est là? Moi, je la vois, donc ça devrait pas être un problème pour les autres, mais Fait qu'il y a pas de... OK, parfait. Moi, je peux voir vos questions d'abord dans le chat box. Est là. Mais c'est ça. Si vous avez une question, vous pouvez soit la poser directement par le microphone. Je peux prendre un petit peu d'arrêt entre une coupe de slides puis demander s'il y a des questions ou poser-les dans le chat box. Puis quand je vais prendre des breaks, je vais faire sûr qu'on peut regarder le chat box. Mais je pense qu'en audio, ça serait encore mieux parce que ça se peut que je sois un peu distraite du chat box pendant que je présente. Oui, je suis contente que quelques-unes de vous aient été capables de vous libérer aujourd'hui pour venir à cette présentation-ci. Je suis hyper contente de pouvoir aider. Je trouve que le projet qu'on a mis en marche ici, il y a une couple d'années avec la coopérative, quand on a débuté, on avait énormément de questions. On n'avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient nous répondre parce que c'est quand même assez unique comme initiative. On a parlé à d'autres producteurs, d'autres compagnies qui étaient similaires, mais on n'a vraiment jamais trouvé quelqu'un qui faisait le même modèle que nous. Alors, un peu pour nous, c'est un peu de redonner toutes les informations, tout le temps que le monde nous a donné pour nous aider à bâtir notre coopérative. Ça nous fait tous plaisir de partager si ça peut encourager une autre coopérative, même si ce n'est pas le même, s'il y a des morceaux du casse-tête qu'on peut vous éviter de faire les mêmes gaffes ou encourager d'aller dans la direction. On est super content de pouvoir vous aider. Alors ça, je vais faire la présentation, mais je pense que ce qui serait vraiment plus intéressant, c'est vraiment d'avoir une conversation. Alors, je vais essayer de laisser plus de temps possible à la fin pour cette conversation-là, ou on peut l'avoir au fur et à mesure aussi. Est-ce que tout le monde m'entend bien? oui. OK, parfait. Alors, production de semences en coopérative. OK, je peux avancer. Alors, je pense que c'est fair de dire que le BC Cozy Coop était la première coopérative de production de semences maraîchères au Canada. Je pense qu'il y a d'autres... définitivement, il y a d'autres coopératives, fermes coopératives qui produisent des semences, mais je pense dans le modèle qu'on a où les producteurs sont les membres, on est vraiment unique. Je pense qu'il y a aussi des modèles qui existent au niveau des grains, etc., mais qu'on parle vraiment pour maraîcher, je crois que ça n'existait pas au Canada avant. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, on était juste les premiers, peut-être plus les plus bold pour aller de l'avant, mais définitivement, on a appris énormément en étant justement les premiers ou les pionniers dans la matière. Alors, pourquoi... Oh, je manque... Attends, je vais juste bouger ma bande ici, que je puisse voir qu'est-ce que j'ai écrit. Et voilà. Alors, pourquoi nous, on a créé notre coop? Comme Hugo a expliqué un peu, j'ai un peu une idée de pourquoi vous voulez créer peut-être une espèce de coopérative ou quelque chose, de mettre quelque chose en commun. Pour nous, c'était vraiment de créer une possibilité d'accès aux semences locales par les producteurs locaux. Et je veux dire, je pense qu'il n'y a pas vraiment un numéro 1, 2, 3 ou 4 dans toutes les raisons que j'ai marquées ici. Mais je pense que pour moi, personnellement, c'était une grosse matière. Je n'étais pas intéressée nécessairement comme producteur de semences de partir une nouvelle compagnie de petits sachets. Je trouvais qu'il y avait énormément de personnes qui le faisaient très bien. Je trouvais que c'était extrêmement compliqué, mais je voulais produire des semences. Alors, puis je trouvais aussi en tant que producteur maraîcher moi-même que j'avais vraiment de la misère à accéder aux semences locales. Alors, c'est un peu pour la raison, et j'ai trouvé beaucoup d'autres producteurs qui étaient en accord avec moi. Je n'ai pas été l'instigatrice de ça. Je pense que ça a vraiment été un moment donné, on s'est comme tout trouvé en même temps. On a eu la même réalisation, comme pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour pouvoir donner l'accessibilité aux producteurs agricoles de pouvoir accéder à ces semences locales-là et not juste les petits sachets. Et aussi, en même temps, on trouvait que ça aurait justement aidé à créer un réseau de support pour la production de semences en Colombie-Britannique.
et d'augmenter la production en tant que telle. On n'aura plus la limitation justement de seulement avoir nos petits sachets, c'est qu'on pourra en pousser beaucoup plus et emmener les semences aux personnes qui en ont besoin vraiment en quantité. Et en même temps, d'augmenter les revenus potentiels des producteurs de semences. On a quelques membres, moi je dirais plus que quelques membres, presque la moitié de nos membres font aussi des petits sachets de leur propre côté. Et pour eux, des fois, c'était juste une question de, bon, je peux seulement vendre, disons, 200 grammes de mon persil, mais à chaque année, je peux en récolter 1 kilogramme. Je ne sais pas quoi faire avec le reste. Je ne peux pas le vendre. Alors, la coop pourrait donner un avantage aussi, un revenu additionnel pour ces producteurs-là qui ont de l'extra et de l'excès au niveau de leurs semences. Alors, les étapes importantes pour notre création, pour nous, de début de conversion officielle, je dirais, c'est en 2011. C'est un peu quand là, moi, j'ai joint un peu le mouvement de semencière de la Colombie-Britannique. Mais je dois reconnaître qu'il y avait des gens avant moi qui étaient ici, qui en avaient déjà parlé. J'ai entendu beaucoup de gens se dire, oh, ça fait des années, à chaque fois qu'on se voit, on en parle, c'est notre rêve, ou c'est un peu un crazy dream, que ça serait-tu le fun d'avoir une coop, qu'on pourrait tous travailler ensemble. Mais je pense qu'en 2011, c'est vraiment là qu'on a commencé à avoir plus de conversations officielles avec des gens qui disaient comme, OK, on va le faire, on le fait, on va de l'avant. Et en 2012, c'était notre première rencontre officielle. On avait notre premier BCC Gathering. C'est là qu'on s'est vraiment, officiellement, on a eu un meeting dans une chambre, puis c'était vraiment de parler de la coopérative. Et à partir de ce meeting-là, on a créé un peu un comité de développement. Alors, pendant une année, jusqu'à 1 an et demi, on a travaillé énormément sur le développement de la coop. Qu'est-ce que ça va ressembler? Ça va être quoi un membre? Et de faire aussi toute la paperasse pour devenir une coopérative officielle. Et ça, la coopérative officielle a commencé à la fin de 2014. C'était au deuxième BCC Gathering, dans le fond, qu'on a officiellement lancé la coopérative et que les gens pouvaient s'inscrire à devenir membres. Et direct en partant, on avait 8 membres. C'était des membres qui étaient déjà impliqués dans la structure, le développement de la coop. Fait qu'on a commencé avec 8 membres au départ. Et là, ensuite de ça, on a 2015, 2016, 2017, c'est juste l'avancement de notre coopérative de vente. La première année, on n'avait pas de site en ligne. On a seulement fait des ventes communes, généralement à travers les CD Saturdays, CD Sundays et d'autres événements qu'on allait nous-mêmes. On amenait nos semences. Et c'est vraiment en 2016 qu'on a fait la création de notre vente en ligne, puis que notre centre de distribution, comme je l'appelle, c'est vraiment commencé à se développer et à se structurer un petit peu plus. Une autre date que j'ai marquée en 2017, c'est clair qu'on a continué les ventes, comme aujourd'hui on continue les ventes, mais une des choses que j'ai marquées que je voulais vraiment souligner, c'est la nouvelle coordinatrice en poste. Au printemps, ça a fait une grosse différence pour nous. Les 2 premières années de la coopérative, j'étais la coordinatrice, mais je pense que c'était vraiment la première leçon qu'on a appris. On a besoin de quelqu'un d'autre qui n'est pas un fermier, fermière pour nous organiser. On ne disparaît pas pendant l'été, qu'il y a quelqu'un qui peut nous garder en ligne. Anyway, ça va peut-être faire du sens quand je passe à travers toutes les slides. En passant, je suis désolée, comme je parle en anglais à journée longue, fait que quand il faut que je chiffre de même en français, je cherche mes mots énormément. Fait que si c'est pas cohérent, mes phrases, demandez-moi une question, je vais répéter. C'est un peu honteux. Mon français est si magané, mais bon. Alors, c'est ça, en 2018, on a maintenant 15 membres officiels partis de la coop. Quelles sont les ententes envers les producteurs? Pour nous, sur tous les membres, de base, tous les membres doivent être familiers avec le principe de travail en coopérative. Il y a des, en ligne, si vous êtes intéressé, je crois que je peux vous envoyer le lien, mais il y a les 10 principes de travail en coopérative qui soulignent que c'est quoi les principes de base. C'est qu'il faut que tu t'entendes, sois prêt à travailler ensemble, etc., etc. Et on a aussi développé. On a nos règlements de coopérative qui ont été écrits quand on a structuré la coopérative, qui sont, bon, ça c'est plus de la paperasse de base qui dit,
à notre AGM, il faut seulement un membre, un vote et tout ça. Il faut quand même les membres soient familiers avec nos règlements. Et on a aussi écrit un code d'éthique qui est plus de base, comment qu'on interagit avec l'un et l'autre. Alors, tous les membres doivent être familiers avec ces principes-là et être en accord avec ces principes-là. Les membres ne sont pas obligés de participer activement, ce qui est comme unique pour une coopérative, dépendant de la coopérative et de leur structure. Au début, on pensait, quand on a commencé la coop, que tous les membres devraient faire quelques heures pour quoi que ce soit qui serait intéressé. Et on a réalisé bien vite que certains membres n'étaient aucunement intéressés de participer, mais était vraiment essentiel au niveau d'avoir leur variété, d'avoir leur production et d'avoir leurs semences. Alors, on ne voulait pas aliéner ces membres-là, on voulait pas. On a réalisé aussi très tôt que si on avait toujours les 10 membres on se rencontre souvent sur le téléphone, parce qu'on est à travers le BC, ce serait très chaotique d'avoir toujours les 10 personnes sur le téléphone. Alors, direct au début, on a réalisé qu'il y avait un quart de 5 à 7 personnes qui sont actifs et que c'est le nombre idéal. Très au début, on a décidé de changer en disant que les membres ne sont pas obligés de participer activement, mais il faut faire attention que votre groupe ou coopérative, je trouve que il faut porter attention que tu as vraiment ce groupe-là de centre qui maintient. Dans notre cas, ça a marché. Et les membres qui veulent commercialiser leurs semences doivent suivre les procédures en place et soumettre les informations nécessaires avant les dates limites. Alors, c'est pratiquement tout ce qu'il y a au niveau des attentes aux producteurs, ce qui est très minime. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de travail que ça, mais pour de base, si quelqu'un a joint la coop, c'est tout ce qu'il y aurait à s'engager. Question à date? Non, c'est bon. C'est correct? Alors, je bois un peu d'eau. OK. En commun, alors, au niveau de qu'est-ce qu'on partage tous ensemble à l'intérieur de la coop, notre coordinatrice, encore, je la souligne, sans elle que nous ne serions que des rêveurs, et ce n'est pas peu dire. On a été un peu chanceuse, je pense, avec notre coordinatrice. Elle est très, très organisée. Elle nous connaît bien. Dans notre cas, on était chanceux parce qu'elle-même était une productrice de semences qui travaillait sur une ferme pendant des années. Alors, elle connaît le langage de la production de semences, elle connaît tous les détails qui peuvent être impliqués. Récemment, elle a déménagé à l'extérieur d'une ferme. Et puis, elle était parfaite pour le rôle. Alors, on partage notre coordinatrice, cette personne-là qui est la personne de centre qui va justement accumuler toutes les informations, la mettre dans un format qu'on peut gérer. Elle fait énormément. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on a en commun? Pour nous, notre coop, c'est une coop de commercialisation de semences, en premier lieu, je crois. Fait que tout ce qui est le centre de distribution, la vente, le marketing, tout au niveau de la vente de semences est mis en commun. Ça ne veut pas dire que chaque membre doit mettre toutes ses semences en commun avec la coopérative. Comme j'ai dit, on a des membres qui ont leur propre compagnie de semences. Alors pour eux, ils vont identifier, disons, qu'ils ont 5 variétés qui ont en extra. Ils vont soumettre ces 5 variétés-là et c'est qu'est-ce qui va faire partie de la coop pour eux. Mais en partant, quand un membre soumet disons, j'ai 5 kg d'une fève quelconque, alors ce 5 kg-là va être distribué par la coop, séparé, package, marketing, etc. va être fait par la coop. L'autre truc qu'on a en commun, nos connaissances. La coop a créé un réseau de connaissances très utile à tous. Alors, comme j'ai dit, on se rencontre sur le téléphone. Généralement, c'est tous les 2 semaines pendant l'hiver et tous les mois pendant l'été. Alors là, c'est vrai, la saison la plus occupée pour nous, les semences, c'est à partir, disons, de la mi-septembre, aller jusqu'à la mi-février. C'est à tous les 2 semaines. Mais en même temps, dans ces appels-là, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on échange énormément d'informations. Si quelqu'un est comme « Ah, j'essaie de nettoyer cette semence-là, j'ai pas trouvé la meilleure façon de le faire. » Fait qu'il y a énormément de connaissances. C'est aussi juste
pour les nouveaux producteurs, surtout, c'est d'avoir un réseau instantané de connaissances et de personnes que tu peux justement envoyer même un texte, les appeler, envoyer une photo, qu'est-ce qui se passe avec mes oignons, etc. Je pense que c'est extrêmement une grande valeur pour les nouveaux producteurs et aussi pour certains producteurs que ça fait un peu plus longtemps, mais qu'il y a toujours des nouveaux insectes, il y a des nouvelles maladies, tout peut arriver. Fait que des fois, c'est le fun d'avoir un réseau pour ça. Et les équipements de nettoyage au centre de distribution, ça c'est un peu nouveau pour nous. Jusqu'à date, tous les membres étaient responsables de nettoyer leurs semences avant de les envoyer. Et je dirais qu'on est encore responsable de nettoyer nos semences du mieux qu'on peut, mais on a réalisé qu'il y avait une finition que certaines personnes avaient vraiment de la misère à faire. Il y avait certains équipements qu'on pouvait justement peut-être avoir au centre de distribution qui pourraient aider justement que le stress ne serait pas tout sur le producteur de comme « Ah, je ne suis pas capable de le mettre, d'avoir mon lot vraiment, vraiment propre ». Alors maintenant, on a bâti justement un équipement, nous on l'appelle le Sucky. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un peu comme un vacuum cleaner. Ce serait dur à expliquer sans avoir une photo, mais ça fait une très, très bonne job sur les petites semences de finition, surtout pour les carottes, des trucs comme ça. Alors maintenant, on a ça aussi en commun. Fait que s'il y a un producteur et mais je peux avoir mon lot de semences propre à 95%, mais le dernier 5%, ça me prendrait des heures et des heures et des heures à le nettoyer. Maintenant, on peut envoyer justement notre lot à 95% et une personne au centre de distribution va nettoyer le reste. OK. Mel? Oui. J'ai une petite question par rapport à l'aspect du partage, de la mutualisation des connaissances. Donc il y a Sylvie qui demande, avez-vous un espace de mutualisation de vos questionnements et de vos connaissances? Serait-il accessible pour nous? Donc de ce que je comprends, c'est est-ce qu'il y a un endroit, est-ce que vous avez documenté les connaissances qui sont partagées? Est-ce que vous avez centralisé ça? Et est-ce que c'est en format partageable? C'est une bonne question. Puis je pense qu'on devrait peut-être commencer à faire ça, mais non, nos espaces de connaissances pour l'instant, qu'est-ce qu'on a commencé à faire dernièrement, parce que nos meetings qu'on avait au téléphone, on a réalisé, même si on voulait vraiment faire toujours un espace pour partager des connaissances, l'heure de téléphone qu'on avait était vraiment occupée par la logistique. Alors, on a commencé à avoir des meetings à chaque autre semaine qu'on ne se rencontrait pas pour la logistique, juste pour parler de la production de semences. Mais on n'a pas été très, très bon à garder les minutes de ces meetings-là. Moi, j'ai fait quelques notes pour moi-même, mais qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je peux parler avec les autres qui pourrait être une option, c'est d'inviter d'autres personnes à venir, pas juste les membres de la coop, mais peut-être qu'on pourrait justement envoyer l'invitation de votre côté pour joindre ces meetings-là qu'on a qui font, c'est juste des meetings pour parler de la production et de se supporter. Les 2 derniers qu'on a eus, on essaie généralement de prendre un sujet. Les 2 derniers qu'on a eus, le premier, c'était sur la population, le population size, sur et comment négocier ça sur nos fermes, etc. On en a eu un autre sur la distance d'isolation, encore là, comment négocier ça. Parce il y a des livres, il y a les nombres vraiment pratiques, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, ça pourrait être une idée à continuer si vous allez de l'avant à commencer à travailler en commun. On peut toujours être en connexion, puis peut-être à faire justement un appel en commun pour partager ça, mais je dirais que la possibilité d'écrire nos connaissances en commun, je pense que ça serait une bonne opportunité d'avoir un employé qui ferait juste ça pendant une année et d'avoir une ressource exceptionnelle, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment se payer ça pour l'instant. Merci Mel. Il vous faudra un doctorant. Oui, c'est ça. On a besoin de quelqu'un qui suivrait. C'était mon rêve pendant un bout, dans le fond, c'est d'avoir d'écrire une subvention qui permettrait de voyager, d'aller passer un mois sur chaque ferme de semences, puis de documenter qu'est-ce qu'ils font. Alors, si quelqu'un est bon dans les subventions, puis il va se créer une job, ça serait vraiment incroyable. Je suis jalouse. OK, alors la distribution de la production, j'en ai parlé un petit peu, mais plus dans les détails.
tous les membres doivent soumettre leur plan de production de semences au début de l'année. Alors ça, c'est le rêve. En réalité, on a vraiment de la misère à avoir cette partie-là complétée à temps. On attend encore, je veux dire, on est pratiquement à la fin avril pour nous, on commence à entrer dans les champs. Moi, je sais exactement qu'est-ce que je vais pousser. Il y a encore des membres qui n'ont pas encore soumis qu'est-ce qui allait pousser ce mois-ci, cette année. Mais en général, la façon qu'on essaie d'approcher notre distribution de la production, au début, pour être honnête, c'est qu'est-ce que tu veux pousser, pousse-les, puis on va voir. C'était vraiment un peu un free-for-all dans ce sens-là. On était chanceuses. Je crois au début, la majorité, peut-être sur les 80 premières variétés qui ont été soumises à la coop, il y en avait 2 qui ont été répétées. C'est-à-dire que 2 de nos producteurs ont fait la même variété sur 80. Fait que je pense que c'était plus de la chance que d'autres choses. On a réalisé bien vite, par contre, qu'il y a cette possibilité-là. On ne va pas faire perdre autant de monde. Surtout qu'on ne connaît pas encore notre capacité de vente. Notre capacité de vente double à chaque année présentement et c'est très instable. Alors, on ne peut pas vraiment dire d'une année à l'autre, OK, on peut vendre 10 kg de cette variété. On ne sait pas encore. Il va nous prendre des années avant de vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut vendre. Alors, pour l'instant, la meilleure façon qu'on a trouvé de faire, c'est de demander aux membres de déclarer qu'est-ce qu'ils prévoient pousser, de le mettre sur un document en commun pour qu'on puisse tout le voir. Et puis, si moi, par exemple, quand je vais sur le document en commun, je remarque qu'un autre de nos producteurs avait planifié de pousser la même laitue, soit que je peux prendre contact avec ce producteur-là, faire comme, hey, j'avais déjà planifié aussi de faire ça, ben, gars, je peux prendre peut-être une autre variété ou quoi que ce soit. Il peut y avoir une négociation, au moins que les 2 producteurs soient au courant qui poussent la même variété avant d'aller de l'avant. Alors, ça, c'est notre rêve. Pour l'année prochaine, on aimerait ça que les gens soumettent le plan de production au mois de février-mars. Mais bon, on travaille encore là-dessus. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, basé sur cette liste de production-là, le plus vite qu'on l'a, le plus vite qu'on peut identifier qu'est-ce qui manque. Encore là, à cause qu'on est un peu tard cette année, on a un peu de misère à faire ça pour l'instant, mais on sait déjà par contre qu'il n'y a personne qui va pousser des betteraves, comment ça s'appelle en français? Golden beets. Il n'y a personne qui vont pousser ça. Fait on a énormément de nouveaux membres, que la première question généralement qu'ils vont demander, qu'est-ce que je peux pousser pour la coop? Qu'est-ce qui est en demande? Ça nous manque un peu comme information. Fait qu'en ayant la liste des producteurs en avance, on peut leur dire, OK, mais il n'y a personne qui pousse de brocoli ou de... Et des fois, il y a des raisons pour lesquelles personne n'en pousse. C'est pas nécessairement qu'on veut envoyer nos nouveaux producteurs dans une zone qui est très... il y a certains cultivars ou certaines plantes qui ne produisent pas très bien dans nos environnements. Mais il y a certains, par contre, l'année passée, on était en grand manque de pois. On n'a pratiquement aucun pois. Il y avait un producteur qui a soumis des pois mange-tout, je crois. Il y a des pois mange-tout ou les autres? Anyway. Et puis, il n'y en a pratiquement pas. Ça a vendu tout de suite. Ça a disparu. On n'avait plus de pois. C'est ridicule. Tout le monde peut pousser des pois. Alors, c'est ça un peu cette année, on a essayé de faire un peu mieux à ce niveau-là pour créer au moins une liste de produits manquantes. Je ne veux pas dire nécessairement qu'on va être capable de couvrir notre manque, mais au moins, on peut l'identifier. Les membres sont aussi encouragés de cultiver la même variété qu'un autre membre. La seniorité donnée au monde ayant cultivé une variété dans le passé. Alors, dans le cas justement que 2 personnes décident de pousser la même variété, si, disons, par exemple, ça fait 3 ans que je fais pousser une variété de Endemam et que quelqu'un décide de prendre ma variété et de commencer à la pousser, mais bon, il y a une entente que, regarde, c'est moi qui avais le premier dib sur cette variété-là. Si tu veux faire pousser une Endemam, mais tu devrais choisir une autre variété. Et si tu fais pousser la même, mais tu vas pouvoir vendre ta semence un coup. Moi, j'ai fini de vendre mes semences. Un autre niveau de ça que je n'ai pas vraiment parlé encore, c'est plus partie de la qualité, du niveau de la qualité. Mais si 2 membres auraient décidé de pousser la même variété en même temps, que c'est une nouvelle variété à tous les 2,
on vendrait la variété qui aurait une meilleure germination au début, avant l'autre. Mais ça, c'est juste une possibilité, mais ça n'a pas arrivé encore. On n'a pas eu à rentrer dans cette zone-là encore. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé? J'ai vu, ou j'ai entendu un beep. Yeah, that's me. Hello, Tepri. Hello. Hi, guys. Welcome. I'm like squeezing in some time in between. I just signed a contract for a garden and blah, 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 and I'm going to pick up my kids. So I'm going to stay muted, but I'm here. I'm so happy I could squeeze some time in. And thanks, Mel. You're welcome. And you're okay with French, I'm guessing? Hopefully. Ça devrait pas être un problème. Continue, Mel. Bilingue. OK, parfait. Alors, ouais, encore des étapes de soumission. Soumission. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire? C'est le bon mot? OK. Alors, c'est la responsabilité des membres de soumettre toutes les informations nécessaires à la vente. Et cette information inclut le crop record. Je ne peux pas vraiment trouver de bon mot de traduction pour ça. C'est toutes les informations comme la distance d'isolation, la population du lot, et alors, les taux de germination aussi, la description, la photo de la variété, le prix désiré, la quantité disponible. Alors, c'est quand même beaucoup d'informations à demander, je trouve, aux producteurs en autant d'années où on est tellement si occupés. Puis je pense que quand j'arrêtais pas de répéter au début, comme la coordinatrice, c'est tellement fantastique, c'est vraiment là qu'elle excelle. C'est vraiment comme tirer les verres du nez de tout le monde d'avoir toute cette information-là à temps. C'est très, très, très complexe, je pense, pour quelques personnes de mettre ça, d'avoir vraiment une idée de ce qu'ils font et d'être capable de le soumettre à temps. Alors ça, c'est ce qu'on demande aux membres. Généralement, les semences doivent être nettoyées, testées et envoyées au centre de distribution avant la mi-janvier. Alors pour nous, nos dates limites, en général, c'est que par environ la mi-novembre, on aimerait avoir la majorité de toutes les informations que j'ai listées déjà, le taux de germination, description, variété, etc. Principalement parce qu'on veut avoir notre site en ligne avant la fin de l'année. On a vu une grosse différence entre avoir notre site en ligne à la mi-décembre versus l'avoir à la mi-janvier. De plus en plus, les fermiers, pour nous, anyway, sur la côte, de plus en plus, les fermiers vont faire leurs commandes de semences, même avant Noël. Et de plus en plus, on a une pression aussi des autres semenciers commerciaux qui, je ne sais pas comment ils font, mais qui réussissent à sortir leur catalogue avant Noël, qui me stressent à chaque année. À chaque fois que je reçois le premier catalogue, je suis excitée et je suis stressée par le fait que non, ce catalogue n'est pas prêt. On n'a pas de catalogue physique, mais au moins d'avoir nos produits en ligne. Alors, si notre clientèle, comme j'ai expliqué au début, est vraiment les fermiers, il faut vraiment se mettre égal au niveau d'offrir nos semences en même temps parce que, bon, les fermiers font leur commande de semences, comme j'ai dit, de mi-décembre. On avait énormément de semences de fermiers de mi-décembre jusqu'à la mi-janvier. C'est vraiment le pic. Alors, c'est pour ça, pour nous, on pousse vraiment sur nos producteurs de comme, OK, il faut que tu soumettes toutes tes choses à la mi-novembre pour qu'on commence à pouvoir les inclure dans le site web. C'est énormément d'heures d'être assis devant un ordinateur et d'entrer tout ça. Fait qu'on ne veut pas que tout le monde soumette le 20 décembre juste avant Noël puis qu'on n'a pas de break de Noël. Alors oui, ça, c'est nos étapes de soumission. Je n'irai pas dans énormément de détails par rapport à ça parce que ce n'est pas nécessairement le modèle que vous regardez, que vous allez faire, mais c'est juste pour vous donner une idée un peu de comment nos ABC fonctionnent. Au niveau de qui fait quoi à l'intérieur de la coop, comme j'ai parlé au début, pas tous les membres sont obligés d'être impliqués. On a un board of directors sur papier, mais en réalité, le board of directors est vraiment juste sur papier. On ne l'utilise pas en frais de décision. On travaille en consensus le plus possible. Mais à cause qu'on n'a pas tous les membres impliqués à tous les meetings qu'on a, le consensus est souvent fait avec les membres qui sont présents, autant qu'on a le quorum.
pour les membres. Et puis, s'il y a des décisions, des fois, qui sont un petit peu plus de base au niveau que ça va vraiment changer primordialement la coopérative, on fait sûr qu'on va appeler tous les membres avant de faire ces décisions-là. Mais au niveau du jour à jour, qui fait quoi, on a beaucoup de membres qui sont impliqués dans le fonctionnement et c'est vraiment basé sur nos capacités, nos intérêts. On a un de nos membres qui faisait déjà le bookkeeping pour leur propre ferme, qui est aussi une coopérative. Alors, lui, il a offert de pouvoir faire le bookkeeping pour la coop. Moi, je fais beaucoup de revues, de record, etc. Je regarde quand le monde soumet leur population, etc. Je vais faire beaucoup de la révision de ça parce que, bon, j'ai créé le système pour le faire, puis ça ne me dérange pas de le faire. On a des membres qui aident énormément au niveau du site Internet, de faire la maintenance, il faut manager les meetings, etc. Mais tout ce qui n'est pas fait par un membre, c'est généralement la coordinatrice qui va le faire. Alors, any giving time, genre à chaque point étant dans la vie de la coop à date, on a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. On n'est pas très, très statique au niveau de qui fait quoi. Malgré que le bookkeeping était probablement le plus statique à date, mais dépendant justement de qui est impliqué à un moment donné, on a eu des membres qui sont impliqués énormément les 2 premières années. Donc, après ça, ils ont été, OK, il faut vraiment que je commence à me concentrer sur quelque chose d'autre dans ma vie. Alors, je vais prendre un peu d'espace. Des nouveaux membres qui sont arrivés avec des nouvelles capacités. Fait qu'on on essaie d'être le plus possible élastique au niveau de qu'est-ce qu'on peut absorber. Puis on est chanceux à cause qu'on a une coordinatrice présentement, on peut justement se permettre ça. Et principalement parce que notre coordinatrice est capable de faire pas mal tout. Ce qu'on n'est pas capable de faire en général. Puis si elle n'est pas capable, elle va l'apprendre. Alors, on était vraiment chanceux à ce niveau-là. Mais, et au niveau des... je pense que c'est la prochaine slide. Est-ce que c'est payant? Non, c'est pas ça. Anyway, au niveau de qui fait quoi et qu'est-ce qu'on fait au niveau travail pour la coopérative est payé. Alors, on accumule nos heures. On n'est pas payé à chaque semaine, on n'est même pas payé à chaque mois, mais la façon qu'on a décidé de marcher pour le début de notre coopérative, c'est qu'on allait accumuler nos heures. Si, disons, moi, je passe 70 heures dans toute l'année à faire toutes mes revues, à la fin de l'année, quand on fait notre bilan financier, les premiers profits qui sont faits par la coopérative vont à payer les membres. Et à date, on a réussi à tout se payer toutes nos heures qu'on a fait. On sait qu'éventuellement, on surveille énormément sur des subventions présentement. Éventuellement, peut-être qu'on ne sera pas capable de les payer. Mais pour l'instant, c'est vraiment une priorité pour nous. Et qu'est-ce qu'on se dit si éventuellement on avait une année qu'on aurait de la misère à payer nos membres, on garderait quand même ces heures en banque et on paierait sur une autre année qui aurait plus de profit. Fait que c'est vraiment pour reconnaître le travail de nos membres. Sinon, c'est extrêmement dur de justifier au milieu de juillet d'aller faire une transaction de bookkeeping quand tu as ta propre cultivation, ta propre ferme qui te pousse, mais il y a quand même un certain niveau qu'il faut que quelqu'un le fasse. C'était vraiment dur de convaincre les personnes de le faire juste sur des bases de bénévolat. Questions à date? Les derniers? Non? On dirait pas. OK, on continue. Alors, est-ce que c'est payant? Éventuellement, on espère que ça va être payant. Je crois que la réponse est vraiment, honnêtement, c'est oui. Mais comme dans tout business qui commence, il faut vraiment donner beaucoup de soi avant que ça redonne financièrement. Alors oui, c'est ça, je l'avais marqué là. Tout le travail fait par les membres est payé à la fin de l'année, dépendant de la marge financière. Depuis notre formation, nous avons survécu grâce à des subventions et nous projetons de pouvoir être autonomes à partir de 2020. Ce qui est quand même assez bien. Je pense que et ça, c'est basé sur qu'est-ce qu'on a fait à date. Et à cause des subventions, des fois, tu te permets de faire un petit peu de folie. Hein? Quand on a un peu d'argent de surplus, on a une subvention l'année passée au niveau de l'infrastructure. On a acheté énormément d'étagères et de petites boîtes pour pouvoir classifier nos semences, puis organiser toute notre
notre entrepôt, mais où est-ce qu'on fait toute la distribution. Bon, ces achats-là, c'est clair qu'on n'aura pas à les faire pour deux, trois autres années, mais il pourrait avoir d'autres coûts qui viennent en ligne. Mais de base, je dirais, à part des salaires qu'il faut payer, à part qui n'est pas des salaires, mais qui est vraiment juste des contrats qu'il faut payer à nos membres, c'est vraiment juste du temps qu'on a besoin. Il n'y a pas beaucoup d'autres infrastructures qui s'en viennent à ce qu'on peut projeter jusqu'à 2020. Alors, sur nos projections, c'est ce qu'on projette qu'en 2020, on pourrait être autonome à partir de nos propres revenus, qu'on aurait pu essayer justement de sécuriser une subvention d'une année à l'autre. Pour l'instant, présentement, la raison pour laquelle on a une coordinatrice, c'est vraiment les subventions qui nous permettent d'avoir une coordinatrice. Juste là, comme je disais, on n'a pas encore d'autres subventions de sécuriser pour l'année qui s'en vient. Notre dernière s'échue en juillet. On espère en avoir un autre qui s'en vient, mais si c'est le cas, on va pouvoir commencer juste à faire plus de bénévolat. Je pense que c'est juste la réalité d'une nouvelle business. Peu importe si c'est en agriculture ou à quelque part d'autre, il y a toujours un moment où il faut vraiment, quand tu donnes beaucoup plus que qu'est-ce que tu vas recevoir. C'est pour ça que je pense que c'est important si tu joins une coopérative ou un groupe de travail, qu'il faut que tu crois en qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment la seule chose qui pousse à travers ces quelques premières années-là. Mel, juste pour clarifier, tu dis que les gens devront commencer à faire du bénévolat, mais en même temps, toutes les heures ont été sont identifiées, et du coup, il y a toujours cette idée de banque d'heures, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le bénévolat en tant que tel, c'est un peu... je dirais, c'est si on n'a pas d'autres subventions, puis il faut commencer à tout marquer nos heures, ça va être vraiment beaucoup plus dur pour nous à payer en fin de l'année. Alors, c'est pas nécessairement du bénévolat dans le sens que ça va toujours rester marqué à quelque part, mais ça peut prendre quelques années avant que tu puisses te faire payer. Alors, pour moi, je pense que beaucoup de monde, on le dit aussi à haute voix, même si je suis jamais payée, je ne regretterais pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais je pense que l'incitatif derrière, comme on reconnaît vos heures ne sont pas perdues, on va essayer de vous donner la compensation quand on a l'occasion. Je pense que c'est aussi bienvenu en beaucoup de monde. Surtout que ça arrive généralement en janvier. On est tous cassés en janvier, fait que c'est souvent le fun d'avoir ça comme « Ouh! Ça, c'est toutes les heures que j'ai faites cette année, yay! » Mais je pense qu'il va falloir donner beaucoup plus s'il n'y a pas de subvention. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. OK. Et quelle heure? OK, on a encore le temps. Mettre un prix sur les semences, je pense que c'est vraiment une des choses les plus difficiles qu'on a à faire en tant que coopérative. La plupart de nos membres n'ont pas de bon crop budget. Alors, c'est vraiment dur pour les gens à savoir c'est quoi la vraie valeur de leurs semences. Quand on demande la question, quand tu fais des petits sachets, c'est prédéterminé pour toi. Tu vois avec le prix locaux, les autres charges, que ce soit 3 $, 3,54 $, dépendant de ce que tu sais. Mais quand tu commences à vendre tes semences en bulk, ça devient extrêmement difficile de mettre un prix sur les semences. Je pense que de plus en plus, il y a énormément de ressources qui ont été créées au niveau de faire des crop budgets, l'économie des semences même spécifiquement. J'encouragerais tout le monde de commencer à prendre le plus de détails possible sur leur production de semences parce que quand vient le temps de mettre un prix, c'est extrêmement dur. Et ça, c'est même aussi pour le faire encore plus compliqué quand tu commences à vendre des semences à grande quantité. Puis tout le monde, je pense, que probablement déjà observé ça. Tu rouvres un catalogue de semences, le paquet à 4 $, puis pour te 10 fois plus pour 10 $ et te 15 fois plus pour 12 $, ça fait pas de sens. Généralement, tu regardes comme, ouais, voyons. Mais c'est le système qu'on est pris dedans un peu, fait que c'est un peu qu'est-ce qui devient très compliqué pour nous. Surtout quand on ne sait pas dans quelle quantité on va vendre la semence en tant que telle. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé au début? On a essayé en tant que coop. Une personne a pris sur ses épaules d'essayer de faire les prix pour tout le monde et c'était devenu, dans une semaine,
c'était moi la personne. J'ai pratiquement fait un burn-out. Je n'étais pas capable de faire une... Ça me prenait énormément de temps, énormément de recherche. Puis au bout de la ligne, je ne savais pas qu'est-ce que le producteur, comment il évaluait sa semence, comparément à d'autres semences, comparément à sa laitue, comparément à une autre variété de laitue. Est-ce qu'elle a produit mieux? Est-ce qu'elle a produit plus? Est-ce que ça a produit moins? Alors, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose que le producteur devrait faire. Chaque producteur devrait mettre un prix sur sa semence. Alors, là, c'est qu'est-ce qu'on suit dans le moment. Et à long terme, on espère avoir assez de documentation, assez de data sur les semences, de pouvoir être capable d'établir des prix plus fixes au niveau des semences. Mais pour l'instant, ce n'est pas de l'information qu'on a qui est disponible facilement. Alors, une des choses que je pense que je n'ai pas mentionné encore, c'est au niveau, alors le producteur met un prix sur sa semence. Et au niveau de la coopérative, présentement, si le producteur va dire « je veux 100 $ par kilogramme pour cette, je sais pas, cet épinard ». Alors, la coop va prendre ce 100 $ par kilogramme et on va établir les prix en plateau après ça. Alors, si on vend la semence à 1 kg, à 50 kg, pas kilogramme, 1 gramme, 50 grammes et 100 grammes, c'est la coop qui établit ces plateaux-là pour qu'ils soient plus cohérents. La première année, les producteurs ont établi ces plateaux-là et c'était partout. Il y avait du monde offrait en 45 grammes, l'autre offrait en 55 grammes, l'autre offrait. Et la personne qui faisait notre centre de distribution, je pense qu'elle allait devenir folle à un moment donné, ne jamais savoir les niveaux. Alors maintenant, le coop fait cette partie-là, mais le producteur établit le prix de base. L'autre point, c'est établir le pied de vie encore plus compliqué qu'un monde vend leurs semences à la fois sur leur propre marque et à la fois sur la marque de la coop. So, même si un producteur a un bon crop budget, ça peut quand même assez difficile de mettre un vrai prix sur sa semence, sur son lot, parce que tu vas avoir les revenus d'un bar de tes sachets, qui est quand même un revenu quand même assez haut, mais qui prend énormément plus de temps. Et de l'autre côté, tu as le revenu qui peut venir de la coop, qui va prendre beaucoup moins de temps, parce que tu as juste envoyé cette semence-là, puis le reste s'en est occupé. Alors, c'est vraiment un peu complexe, je dirais. C'est probablement le plus difficile au niveau de mettre les semences en commun et d'avoir une cohérence entre les prix et aussi de plaire aux producteurs et ne pas... La dernière chose qu'on veut faire, c'est de ne pas payer nos producteurs un prix décent pour leurs semences. OK, encore mettre le prix sur les semences. Ouais, pour l'instant, les membres reçoivent 50% des ventes de leurs semences. Alors, peu importe le plateau auquel la semence est vendue, s'ils vendent un paquet à 4 $, ils reçoivent 2 $. S'ils vendent un kilogramme à 20 $, ils reçoivent 10 $ pour ce kilogramme-là. Et pour l'instant, ça fonctionne pour nous. Ça couvre nos dépenses. Et sous ce système-là, c'est là qu'on peut évaluer que vers 2020, on devrait être soutenable au niveau financier. On veut éventuellement pouvoir offrir des prix de base pour les semences, mais pour l'instant, encore là, c'est trop compliqué. Le 50% fonctionne bien pour nous. Mais c'est le côté qui est un peu plus difficile, c'est que les membres n'ont aucune idée des revenus qu'ils auront à la fin de la saison de vente. Alors, c'est vraiment dépendant de la vente. Dans le fond, il faut voir notre système comme un peu un système de consigne. Pour moi, si j'envoie mon 10 kg de fèves à la coopérative, ce 10 kg-là m'appartient jusqu'à temps qu'il est vendu. Alors, si cette année, on vend juste 2 kg de mes 10 kg, je suis seulement payé pour le 2 kg que j'ai vendu. Et le 8 autres kilogrammes est encore à moi et juste sur les étagères de la coopérative. Et n'importe quel moment, je peux réclamer mon lot pour les vendre moi-même, peut-être dans mes petits sachets, quelque chose comme ça. À long terme, on aimerait bien pouvoir acheter d'avance, à pouvoir dire à notre producteur, on va t'acheter 10 kg parce qu'on sait qu'on peut les vendre. Pour l'instant, encore là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut vendre. Alors, c'est ça. C'est le troisième point ou le quatrième point que je fais ici, c'est ça va prendre 5 à 10 ans probablement avant qu'on puisse savoir. Alors, c'est un jeu de patience. Un point sur la qualité. Très important d'établir des standards de qualité direct au départ. Vraiment
ouais, je pourrais pas souligner encore plus cette partie-là. C'est très, très important d'être sur la même page quand on parle de qualité. C'est dur, c'est facile. Donc, quand tu parles à quelqu'un, oui, mes semences sont de qualité. Comment tu définis qualité? Comment tu prouves qualité? Alors, c'est la question qui était la plus difficile. Je pense que tout le monde était d'accord avec le principe d'offrir des semences de qualité, mais vraiment, quand c'est en devenu, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être de qualité, c'est devenu compliqué. Cette conversation-là a duré des mois et des mois et des mois pour nous. Et dans notre cas, à la fin, on a décidé, bon, tous ces documents-là que j'ai identifiés au début, qui devaient être remplis au niveau de la population, la distance d'installation, les pratiques de maintenance, c'est de notre quality assurance, en fond. C'est d'avoir tous les membres déclarés. Et c'est clair que c'est eux qui déclarent, qu'il n'y a personne qui va aller voir et compter leur population pendant l'année. Il faut vraiment une espèce de confiance entre les membres. Mais ouais, c'est une des grosses parties de notre qualité, d'être vigilant aussi, d'observer les pathogènes, d'observer, de faire beaucoup de vigilance au niveau d'enlever les plants qui n'ont pas l'air super en santé ou qui ne sont pas super vigoureux. Et chaque membre doit déclarer leur pourcentage de germination. Éventuellement, on aimerait ça le faire en tant que coop au niveau de germination, mais c'est extrêmement time-consuming à faire. Fait que pour l'instant, on met la responsabilité sur le producteur et on a adopté entre membres une façon de faire nos germinations pour au moins c'est égal entre les membres. Et on suit le Canada numéro 1. Alors, ça, c'est notre base de qualité pour être capable de déterminer est-ce que ces semences sont vraiment de qualité. Mais je te dirais que la chose la plus cachée derrière tout ça, c'est vraiment la confiance. La confiance en membres, la confiance que les membres qui ont joint sont capables de pousser une semence de qualité. Et on a pour devenir membre de la coop, il y a un procédé justement pour devenir membre. On n'accepte pas qui veut devenir membre. Il y a vraiment des étapes à suivre. Et nos nouveaux membres qui sont des nouveaux producteurs souvent sont affiliés avec des membres de leur région qui ont plus de connaissances. On leur demande généralement de travailler avec un membre qui a beaucoup plus de connaissances pour au moins une année, pour avoir ce membre-là qui peut dire, oui, j'ai travaillé avec ce nouvel producteur-là, on a l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font. Je pense qu'on peut aller de l'avant puis leur faire confiance. Et encore l'avantage d'avoir justement le réseau de connaissances est très sécurisant à ce niveau-là. OK, so les pros and cons pour les membres, j'aurais définitivement la possibilité de vendre de plus grandes quantités de semences. Pour moi, c'était vraiment le numéro 1. L'opportunité pour les nouveaux producteurs de faire des ventes sans avoir à partir de leur propre compagnie. Encore là, c'était une des choses pour moi qui était super importante. Malgré qu'au bout de la ligne, j'ai fini par partir ma propre compagnie de sachets, mais bon, c'était une autre histoire. Et la publicité gratuite pour les compagnies déjà établies, je pense qu'on a déjà vu l'impact de ça. On publicise quand quelqu'un ajoute un paquet de semences, même en sachet, ou s'il l'achète en ligne, il voit toujours le nom de la ferme d'où il vient. Et dans certains cas, comme on a un membre qui a la compagnie Full Circle Seeds, à chaque fois qu'on veut un sachet de BCQC Coop, ça dit Full Circle Seeds dessus. Et ça, c'est vraiment une publicité gratuite. Puis il y a beaucoup de gens qui vont vraiment aimer, disons, cette semence-là. Et l'année d'après, vont regarder aussi leur site, mais pas juste notre site. Et alors, il y a beaucoup de cross-publicité par rapport à ça. Et la sagesse collective, toutes les connaissances qu'on parlait, effectivement, c'est des pros. Au niveau des cons, la procédure est lente. Comme vous avez vu au début, le processus a commencé en 2011, puis je dirais, c'est puis d'avoir comme, en 2020, on devrait être financièrement soutenable. S'il y a 9 ans, et je pense que si tu étais tout seul dans ta compagnie, tu peux beaucoup plus vite. Mais encore là, il y aurait d'autres obstacles. Et certains de ces pros-là qui ne seraient pas présents. Et aussi, qu'est-ce que j'aime, dans le fond, que je n'ai pas mentionné des pros, c'est de savoir que tu fais partie d'un mouvement que même si j'aurais à prendre un pas en arrière pour 1 an ou 2 pour quelques raisons, peut-être que maladie ou quoi que ce soit, la compagnie continue de marcher.
pour moi, je pense que c'est très important de savoir qu'il y a une partie soutenable qui est pas, c'est pas juste moi qui est la compagnie, mais c'est tout le monde. Puis je peux prendre un pas en arrière, puis le monde vont attraper les morceaux que je laisse au départ. Tu sais. Et dans les autres camps, beaucoup de communication, beaucoup de coordination pour quelques personnes, surtout beaucoup de fermiers. C'est des vrais cons. Je sais personnellement, je peux parler beaucoup, mais j'ai vraiment besoin d'être tout seul dans les champs pendant énormément d'heures dans la journée pour pouvoir récupérer. C'est probablement ça que je vais aller faire après ce webinaire-là, passer une couple d'heures tout seul dans les champs. Et la coordination. C'est toutes des choses qui ne seraient pas partie d'une business individuelle, une business de famille. Alors, il faut être prêt. De travailler en groupe veut dire beaucoup de meetings, beaucoup de communication. Le plus qu'il y en a, je dirais, le mieux que ça va être. Et le plus que tu les as en avance aussi, le mieux que ça va être, le plus smooth que ça va être. OK. Alors, suggestion, je pense qu'on en est rendu à la fin. Oui, OK, c'est la dernière slide. Après ça, je vous laisse parler. Je peux boire un peu plus d'eau. Établir vos buts dès le départ. Ça parle, on dirait que vous avez déjà un but en tête, mais je trouve que c'est quelque chose que, même pour la coop, c'était pas super clair au début. Ça a pris une couple de conversations avant qu'on ait vraiment une clarité sur quels étaient nos buts pour notre coopérative. Ça va être vraiment, même encore là aujourd'hui, des fois on retourne à ce document original-là. Hey, c'est quoi qu'on voulait faire? Où c'est qu'on s'en va là? Établir vos responsabilités en tant que membre. Vous pouvez suivre notre modèle, est-ce que tous les membres ne devraient pas être impliqués, ou un modèle, est-ce que tous les membres ont un rôle, mais ça devrait être très clair. La clarité vous permet justement de faire confiance que les choses vont être faites à temps. Ne pas se fier à la rentabilité du projet pour quelques années. On en a parlé un peu plus aussi. Pour votre suivi personnel, de ne pas peut-être se fier à comment je vais juste pousser des semences et notre coopérative va la vendre et je vais être correct pour l'hiver, mais non, je pense que ça peut être chanceux. Mais je pense d'avoir un plan B ou juste continuer qu'est-ce que vous faites jour à jour et d'ajouter ça par-dessus votre emploi de... My God, je cherche vraiment mes mots présentement. Mais on va passer à l'autre point. Je pense que vous savez ce que je voulais dire. N'ayez pas peur de communiquer beaucoup tout le temps. Les rencontres en personne sont très importantes. C'est une des choses que je n'ai pas mentionnées, mais on se rencontre au téléphone, comme je disais, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais au moins une fois par année, on fait un meeting où les gens se rencontrent en personne. Et c'est très compliqué dans notre cas. Il y a des gens qui font 10 heures d'auto, même il y en a qu'il faut qu'ils volent pour se rendre jusqu'à notre meeting. Mais c'est vraiment là les conversations les plus cathartiques qu'on a ou les plus importantes, où ce que tu veux vraiment bouger vite sur certaines décisions. Et juste le côté humain, je pense que c'est très important de pouvoir juste avoir ce moment même où ce que tu vas pour une bière après, puis tu dis comment vont tes enfants, comment ça va la vie. C'est pour ça qu'on travaille ensemble, on s'aime, dans le fond. On est sans être trop APDP ici du BC, mais il y a un côté très humain qui pour moi est très important dans le type de travail qu'on fait. Puis j'aimerais pas faire partie d'une coopérative qui serait juste sur le téléphone tout le temps. Trouver une personne avec du leadership pour vous organiser, ça peut être une de vous ou une personne d'extérieur, mais je pense que c'est vraiment une des leçons qu'on a gagnées au début. On avait vraiment, vraiment besoin de ce spearheader, personne-là en place pour organiser tous nos fermiers désorganisés. Fait de la place pour écouter aux personnes avec expérience. Et c'est l'expérience dans la culture de semences, mais aussi l'expérience en général. Il y a beaucoup de sagesse. Et des fois, les personnes qui sont les plus quiet, qui parlent pas beaucoup en meeting, faites-leur la place. Des fois, un coup, la place leur donnée, c'est incroyable qu'est-ce qui sort de leur bouche, puis ça te remet en place un peu. Et je connais ma capacité de parler beaucoup dans les meetings, d'avoir beaucoup d'idées, mais j'apprends de plus en plus à me fermer la gueule et écouter ces personnes parce qu'il y a énormément de sagesse et de trucs que tu peux apprendre avec ces personnes-là. Puis je trouve
un des côtés positifs de la coop, je ne sais pas si ça peut être possible avec vous, mais on est très intergénérationnel. On a des membres à partir de début vingtaine, on a des membres qui sont dans leurs 70. Ça, c'est extrêmement valuable d'avoir tous ces voix. Et on s'aide l'un l'autre, d'avoir le membre qui est dans les 70 ans, de faire, pour elle, d'aller sur le Google Docs, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Fait qu'on peut l'aider pour ça, mais elle nous aide pour les plus grandes visions, disons. Et la vente de petits sachets de semences, c'est la plus lucrative, mais demande plus à gérer, mais il ne faudrait pas négliger. C'est une des erreurs principales qu'on a fait au début. On pensait pouvoir survivre en tant que coopérative en seulement vendant des quantités en gros pour les producteurs maraîchers. Mais on a réalisé que justement on se tirait dans le pied parce que vraiment les revenus qui nous permettent de rouler la coop et de payer nos producteurs un bon prix pour leurs semences venaient vraiment des ventes de sachets. Ce qui nous permet de vendre justement des quantités plus hautes pour les fermiers. C'est un petit peu c'est un peu un subsidy que les jardiniers font pour les fermiers dans notre cas. Alors, c'est une des choses que vraiment on explorait, on avait le besoin d'explorer, qu'il y avait des membres qui étaient très attachés à ne pas faire de la vente de petits sachets, mais financièrement, c'est devenu une réalité pour nous, que si on n'allait pas dans cette direction-là, on n'aurait pas survécu en tant que coopérative. Et là, c'est tout pour moi. Alors, à vous, questions, commentaires, tout est possible. Bah écoute, Mel, merci beaucoup pour ta présentation. Je l'ai trouvée très compréhensive et en plus de ça, ton français, je veux dire, est vraiment excellent. Là, c'est vraiment, c'est vraiment une ressource pour nous. Vous avez des 7 années d'expérience au BC de coopération et du coup que tu puisses nous partager ça, ça a beaucoup de valeur. Pour l'instant, je vois pas de questions sur le chat box. Moi, je vous invite Audrey, Meggy, Marie-Claude et Sylvie à vous faire entendre oralement si vous voulez intervenir. Moi, je vais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ben oui, moi j'avais une question. Vas-y, Marie-Claude. C'est Marc-Claude, ouais. Ma question, c'était concernant les formats de vos ventes. Je me demandais, Mel, si tu avais une idée de la proportion plus au niveau des revenus, qu'est-ce qui provient des grands formats qui s'adressent plutôt aux maraîchers, puis ce qui provient des petits sachets qui s'adressent plutôt aux jardiniers? Super bonne question. Je vais pouvoir te répondre à la fin de cette année. Parce que c'est la première année qu'on vend des sachets, fait qu'on n'a pas vraiment un bon summary à date. L'année passée, c'est-à-dire, pour être honnête, l'année passée, sur notre site Internet, on offrait des sachets. Et à ce niveau-là, je pense que qu'on a regardé, c'est environ le quart ou le tiers est en sachet. Et le reste des ventes étant en bulk, qui nous a fait plaisir parce qu'on avait un peu peur, dans le fond, qu'on allait se faire hijacked by gardeners only. Mais cette année, on a commencé à faire des racks dans des magasins. Alors, on a l'impression probablement que ça va énormément augmenter le pourcentage de vente de petits sachets à cause de ça. Fait qu'on ça change énormément pour l'instant. Mais juste en ligne, à cause qu'on a fait énormément de publicité au niveau fermier, pas nécessairement au niveau jardinier. Cette année de vente-là qu'on a eu l'année passée, comme je disais, c'était probablement vers les quarts ou un tiers seulement. Ce qui n'est pas, je pense, normal pour d'autres compagnies de semences. Mm-hmm. Ça me fait penser à une autre question. En termes de publicité là, pour les fermiers et les fermières, comment vous y êtes pris pour vous faire connaître? Beaucoup de bouche à oreille. On fait sûr d'être présent. Nous, à OBC, on a le COABC Conference à chaque année où il y a énormément de producteurs, des producteurs biologiques. Ils vont, on utilise
On a un listserv qui a énormément de producteurs dessus pour être sûr qu'ils savent qu'on existe. Puis aussi, on a fait des targets dans certains magazines. Justement, on a un magazine pour CIBC, OBC que tout le monde reçoit. Je pense qu'on a fait un peu de publicité dans le COG aussi, le Canadian Organic Growers. On essaie vraiment le plus possible d'être présent dans les réseaux, ce que les fermiers vont. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau fermier, au niveau semence, c'est tellement différent que le jardinier. C'est vraiment un bouche à oreille, c'est que prend le plus de valeur. Nos premiers clients, c'est un peu drôle, dans le fond, c'est les premiers 10 clients qu'on a eu. Je pense 5 de ces 10 clients-là étaient des étudiants de la ferme où je suis, parce que je leur avais tellement brainwashé sur les semences locaux, c'est les meilleurs, il faut vraiment acheter les semences locaux, vous devriez checker. C'était vraiment eux qui étaient les premiers, ils sont partis de leur ferme, puis ont vraiment acheté les semences locales. Faut qu'on peut vraiment, on connaît, je dirais pour l'instant, des fermiers qui achètent de la coop, on connaît probablement 80% des personnes qui l'ont acheté pour l'instant. Énormément de travail à faire au niveau de se faire connaître beyond, juste notre bulle de connaissances. Mais je pense que la présence humaine ou de vraiment être présent dans les communautés, puis c'est un des avantages qu'on a à cause qu'on a des membres à travers la province. On peut vraiment se permettre de faire ça justement pour les événements locaux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a d'autres questions, parce que moi, j'en ai une autre. Oui. Je peux y aller, Audrey? Oui. OK. Ah mon Dieu, ça me l'a fait tout. Ah oui, pour le choix des variétés, ça vient vraiment des producteurs. Est-ce que vous avez fait une genre d'étude de marché auprès des producteurs et des productrices pour savoir quelle variété les interpellait le plus? Oui, on a essayé de faire ça. Je pense qu'on n'a pas vraiment eu un bon succès à notre essai. C'était généralement quand justement on allait dans les conférences et on faisait des tables. On avait toujours une pièce, un morceau de papier qui disait qu'est-ce que vous voulez qu'on pousse pour vous, qu'est-ce que vous avez de la misère à trouver, etc. Puis on avait vraiment de la misère à avoir des réponses à cette question-là. Fait on était un peu comme blind au début au niveau de qu'est-ce qu'on allait pousser. Moi, qu'est-ce que je disais aux autres producteurs, c'est que comme moi, personnellement, les semences que je pousse sur la ferme où on est, je pousse les semences qui performent beaucoup bien pour notre ferme. La majorité de nos producteurs sont des producteurs maraîchers aussi. Alors, généralement, on recommande aux nouveaux membres, aux membres curants, que si on veut pousser des semences pour les fermiers, oui, on peut avoir peut-être le poireau mauve qui est comme cool, puis etc., mais il faut vraiment avoir un poireau qui est performant. Que les maraîchers c'est ça leur business, veulent avoir. Fait que c'est un peu ça qui est difficile. Puis on a encore, je dirais que notre liste de variétés qu'on a est peut-être moitié-moitié pour l'instant. Je dirais la moitié sont vraiment ces workhorse, puis des bonnes variétés là, de open pollinated, que tu peux vraiment te fier dessus. Mais il y a encore peut-être 50% qui sont aussi les variétés un peu bizarres, qui sont uniques, qui peuvent être cool, qui peuvent attirer l'attention peut-être sur une table, mais que tu ne fies pas nécessairement dessus pour faire la majorité de tes ventes. Mais ça vraiment, ça dépend. Hein. Chaque ferme est unique en soi, mais je dirais nos plus gros vendeurs sont justement les variétés. Le French Breakfast Radishes, puis le Arugula, puis etc. C'est vraiment nos plus gros vendeurs pour l'instant au niveau des fermiers. Cool. Puis, dernière question que j'avais, c'était... Ah oui, je sais pas. Est-ce que tu peux nous partager votre chiffre d'affaires de la première année? Je serais vraiment curieuse juste pour me donner une idée de l'échelle. Oui, la première année en ligne, on a eu une première année, comme je disais, qu'on a fait des City Saturdays. La première année en ligne, ces 2 années-là, dans le fond, étaient égales. Et la première année en ligne, on était en ligne vraiment tard, comme j'ai dit, on n'avait pas beaucoup de publicité. Je pense qu'on était seulement à 5 000 de ventes pour ces 2 premières années-là chaque. OK. Et la seconde année, comme je dis, on a doublé depuis ce temps-là. La deuxième année, on était presque 10 000 et cette année, on s'en va vers le 20 000, je crois. Nice!
c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est si peu comparément à la capacité qu'on a. Au niveau des taux de semences qu'on a sur les étagères, on peut vraiment se permettre de vendre beaucoup plus que ça. Au niveau du nombre de personnes qu'on a aussi inclus, c'est quand on sépare tous ces profils-là au bout de la ligne, nous, à la ferme à UBC, notre propre membership, dans le fond, a récolté l'année passée seulement, je pense, 1 200 $ pour toutes les ventes à travers de ces 10 000-là, parce que c'est tellement cher, justement, de ce qui était vendu. C'est pour ça que je pense qu'il y a énormément de possibilités de faire beaucoup plus. Mais pour nous, à cause qu'on double à chaque année, je sais qu'on est dans la bonne trajectoire. Autre question? Ben moi, j'étais curieuse, centre de distribution, tu sais, est-ce que ça a été vraiment tôt la première année, vous avez dit on va faire un centre de distribution, puis comment vous avez choisi l'endroit aussi où vous vouliez faire ça? Puis, Super bonne question. Ouais. Oui, non, c'est devenu, quand on est allé en ligne, la première année qu'on a fait juste les CD Saturday, j'étais par défaut, mon salon était de centre de distribution, fait que c'est devenu clair au début avec ma blonde que non, on ne serait pas le centre de distribution plus longtemps. Surtout que j'ai déménagé dans une roulotte depuis le temps, fait que ce serait vraiment pas une option maintenant. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est on a réalisé, bon, on a besoin d'avoir un endroit que toutes les personnes peuvent envoyer leurs semences. Et on a été chanceux, un de nos membres de la coopérative est une autre coopérative qui est Glorious Organics. Ils ont un site, au BC, on aime vraiment beaucoup les coopératives. Leur site, leur terrain est une coopérative, leur business est une coopérative. Puis là, présentement, ils ont une autre coopérative qui utilise leur coopérative en fin de centre de distribution. Mais il y avait ils ont comme une maison en commun sur la terre. Il y a d'autres habitations, ce qui vivent, mais il y avait une maison en commun. Il y avait un bureau dans la maison en commun. Il y avait un espace dans le bureau qui pouvait justement nous héberger. Alors, on paye la coopérative de Glorious pour nous donner cet espace en frais de pieds carrés, dans le fond, dans le bureau. Et à chaque année, on double notre capacité de vente et on double aussi notre espace dans le bureau. Fait que là, on était prêts un peu d'explorer où c'est qu'on peut aller après ça parce qu'on est quand même maximum capacité. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important? Quand on cherchait l'endroit idéal, on avait deux choix. Et c'était vraiment de la capacité d'avoir des personnes sur le site qui étaient capables de faire de travailler au centre de distribution. De faire le packaging, puis de faire le shipping, puis etc. Et à Glorious Organics, on a eu cette assurance jusqu'au début. Eux, ils engagent des employés pour leur ferme pendant la saison. Généralement, vers la fin octobre, c'est quand ils se font pas mettre à la porte, mais en fin de saison, disons, c'est fini. Et souvent, ces employés-là vont chercher d'autres opportunités pour travailler. Pour l'instant, on n'a pas eu à faire appel à eux parce que les membres qui sont membres de coop, de BC Ecoseed Coop, qui sont à Glorious Organics, ont été capables de faire tout le travail, mais l'année prochaine, on regarde justement engager quelqu'un pour le centre de distribution. Et la location, dans leur cas, était pas nécessairement centrale parce qu'il n'y a pas nécessairement de bon centre au BC. On ne voulait pas nécessairement Vancouver, là, mais est accessible à beaucoup de personnes qui passent par là. C'est dans le Fraser Valley. Alors, c'est clair que la majorité des personnes de l'île de Vancouver, il faut qu'ils envoient leurs semences par la malle, qui est un coût extra, mais c'est la seule solution. Mais souvent, et plus longtemps qu'autrement, il y a quelqu'un qui va aller sur l'île et puis qui peut aller chercher puis les ramener. Ou tu vas visiter une famille à Vancouver puis tu peux les débarquer ici puis moi je vais les amener. Mais l'accessibilité et le fait qu'on pourrait avoir des employés pour faire rouler le centre de distribution et l'espace nécessaire étaient vraiment des points qu'on regardait pour notre centre de distribution. Cool. Merci, c'était full inspirant. Ah, oui. Moi, j'ai une petite question, en fait. Je me demandais, est-ce que tu penses que votre présence, elle a contribué, mettons, à augmenter les parts de marché que les maraîchers achètent localement?
Ou si c'est pas le cas, est-ce que tu penses que ça va le devenir? Puis est-ce que vous travaillez un peu sur ça, dans le fond? Ouais, tu veux dire, comme, est-ce qu'il y a de plus en plus de fermiers qui achètent les semences locales? Ouais, mettons, est-ce que le fait que vous, votre objectif, c'est ça, de promouvoir l'achat local, ça a eu un impact sur le nombre de fermes, mettons, qui achètent plus local qu'à l'extérieur? Oui, je pense que long terme, il va y avoir vraiment beaucoup plus d'impact. Je pense que ce qu'on a remarqué au début, c'est les premières personnes qui ont acheté, comme je disais, on connaissait généralement 80% de ces personnes-là, étaient déjà ceux qui croyaient à la cause. C'était déjà les convertis, disons. Ceux qui savaient que des semences locales, il faut supporter le locaux, etc., etc. Eux étaient les faciles, ont été nos premiers comme disciples. Et on a maintenant des personnes, ça fait 3 ans, qui achètent les semences de nous, puis ce qui est un bon signe aussi pour nous, qui sont revenus. C'est le premier bon signe. Et je pense que qu'est-ce qui manque énormément pour l'instant, ce qui est un peu, pour moi, été une découverte, et de reconnaître le fait qu'énormément de fermiers n'ont jamais pensé sur le fait que les semences, la première chose qu'ils font dans l'année, qui est d'acheter les semences puis de mettre les semences en terre, tu commences avec un matériel qui est pas locaux, qui n'est pas dans beaucoup de cas, qui n'est pas soutenable ou durable. Ça ne fait pas partie d'un système qui est un système durable, dans le fond. Et je pense qu'énormément de fermiers, parce qu'on est tellement occupés en général, n'ont jamais vraiment pensé à ce fait-là, d'où les semences viennent, comment les semences ont été poussées, est-ce que c'est vraiment durable, et d'encourager justement et c'est pas juste l'adaptation régionale, il y a beaucoup d'adaptations régionales qui peut être en prise de compte, mais je pense aussi juste le fait, même si la régula que je pousse ici est la même que Osborne, puis peut-être la qualité est complètement égale, mais c'est encore, tu devrais vraiment acheter ceux locaux pour justement supporter cette économie locale-là. Puis je te dirais que quand on va justement dans les activités ou les conférences, puis les gatherings, etc., pour essayer de se faire connaître, c'est généralement les conversations qu'on a avec les fermiers, de leur faire réaliser par eux-mêmes l'importance de ça. Après ça, si tu offres des semences de qualité, si tu peux les convaincre de faire un achat avec toi et ils ont un bon produit, ils vont revenir. C'est ça qui est un petit peu tricky, je dirais, avec les semences. Si par malheur, le fermier a une mauvaise lot de semences, pour la première fois qu'il achète avec toi, tu ne le reverras plus. Je sais par expérience, parce que j'ai des compagnies que j'ai jamais réachetées parce que justement, j'ai eu des mauvais lots dans le passé. There's no forgiveness. C'est ton gagne-pain. Puis qu'est-ce que j'allais dire d'autre dessus? Ah oui, puis une des choses qui est, puis peut-être vous avez ça au Québec aussi, mais une des choses qui est un peu tricky aussi en Colombie-Britannique, pas autant, mais je pense que les fermiers le savent, mais beaucoup de jardiniers ne le savent pas, c'est qu'on a une compagnie qui s'appelle West Coast Seeds. Et par le nom de la compagnie, tu vas faire l'assumption que, ouais, c'est des semences du West Coast, ça s'appelle West Coast Seeds. Et en réalité, ce n'est pas. C'est des semences, c'est les mêmes semences que Johnny and Osborne and William Dam and Vesey, etc. Alors, beaucoup de personnes achètent le West Coast Seeds pensant qu'on supporte les semences locales. Alors, pour nous, c'est un peu de déconstruire aussi cette perception-là dans notre communauté. Mais comme je pense que la majorité des fermiers sont au courant. Mais pour moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire l'agriculture au BC, c'était en 2005. Ça m'a pris jusqu'en 2007 avant de réaliser que West Coast Seeds n'était pas des semences locales. Et c'est là que moi, mon aventure personnelle avec les semences a commencé en 2007. C'est là que j'ai commencé à sauver des semences quand j'ai réalisé ça. Mais ouais, j'espère que ça répond à ta question. J'ai comme oublié un peu le fil de ce que je m'en allais. Ouais, c'est super, merci. Ah, ben en fait, j'ai une autre question. Dans le fond, est-ce que vous avez comme une manière, des outils un peu de faire
d'éducation auprès des maraîchers ou bien c'est vraiment juste comme en discutant par-ci par-là avec des maraîchers, puis là, vous les convainquez dans le fond d'acheter localement? Oui, beaucoup de conversations. On a je veux dire, on a un paquet de pamphlets, puis des cartes, puis des trucs de main qu'on fait des tables. Mais on n'a pas vraiment de document spécifique qui dit pourquoi. Moi, je pense qu'on a un qui dit pourquoi acheter des semences locales, qui dit juste 2-3 phrases pour t'encourager, mais je pense que ça rentre vraiment dans le monde quand tu as une bonne conversation avec eux. Puis, en réalité, puis je suis sûre que c'est la même chose au Québec. C'est quand même une petite communauté qu'on travaille avec. Tu sais, dans la grande, tu sais, ça fait pas loin de 10 ans que je suis en Colombie-Britannique dans cette communauté. Puis si tu es actif dans ta communauté, tu vas connaître la majorité du monde assez vite dans tes régions. Anyway. Puis c'est facile, à cause que justement, dans notre cas, on est un peu partout dans la province. On a cette capacité-là vraiment de rejoindre en personne les maraîchers et de se faire connaître. Puis en général aussi, c'est pas... ça prend pas tant de temps que ça de les convaincre, je dirais. Peut-être une couple qui... Je veux dire, ça inclut moi-même. On a énormément d'hybrides sur notre ferme encore. C'est pas tout OP puis seed production. C'est peut-être 5% de nos semences qui viennent de ce que je pousse ici sur la ferme. Mais ce 5%-là, c'est 5% que je peux faire. Alors, de convaincre, c'est souvent ça qu'on dit aux maraîchers. On ne dit pas comme BC Cozy Coop devrait devenir ta source numéro 1 de semences. Mais si tu achètes tes semences de 3 différentes sources, que la majorité des personnes qui sont certifiées biologiques doivent faire, ou doivent au moins regarder à 3 sources, on pourrait peut-être être la troisième. Tu sais, vas-y à Johnny, vas-y à Osborne, vas-y où que ce soit, à Heimoing. Mais peut-être la troisième devrait être de BC Cozy Coop. Puis si, pour toi, le maraîcher qui fait 5 acres, si 5% de tes semences viennent de la coopérative, mais qu'il y en a 20 autres comme toi, c'est déjà beaucoup pour nous. C'est un gros pourcentage pour nous. C'est ça un peu qu'on essaye d'avoir cette niche. On n'essaie pas d'être... Je pense que c'est impossible de concevoir, peut-être dans 50 ans, mais pour moi, c'est impossible de concevoir qu'on va être les numéros 1 pour certaines personnes. Pour les jardiniers, oui, je peux concevoir ça. Mais pour les maraîchers, je veux juste être dans le top 3. C'est un peu ça notre but, dans le fond. On a besoin de collaborer avec les autres aussi. Je pense que Heimoing, ils font une job qui est great, comme ils font énormément de plant breeding. On n'a pas la capacité de faire ça. Johnny, la même affaire, font énormément de travail. Et à la grosseur qu'ils sont, à la capacité qu'ils ont, peuvent faire beaucoup de choses qui sont de grande valeur pour tous les maraîchers. Alors nous, on essaie juste d'avoir un petit morceau du marché, dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut produire et qu'est-ce qu'on peut produire bien. On veut que les maraîchers nous considèrent comme une option. Super, merci. Je vois qu'il s'approche de 6h30. Sylvie, est-ce que tu avais une question? Ou un commentaire? Non. Non, ok. Ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des autres participantes? Peut-être une dernière, je me demandais, puis je pourrais aller voir sur votre site Internet, j'imagine, mais comment vos prix se comparent par rapport, mettons, à Heimoing ou à Johnny's? Les prix des grands formats? Oui, pour les grands formats, c'est une des choses qu'on propose parce que présentement, nos producteurs sont ceux qui font leur propre prix. Souvent, le monde me demande des guidelines. Qu'est-ce que je devrais, où c'est que je commence pour faire mes propres prix? Puis souvent, qu'est-ce que je dois dire au monde? C'est, regarde au moins 3 autres catalogues. Comme généralement ici, il faudrait regarder West Coast parce que c'est les premiers compétiteurs, dans le fond, dans notre cas. Et regarde Johnny, regarde les autres. C'est sûr, c'est le prix américain, prix canadien, ça devient compliqué, mais regarde qu'est-ce qui est là. Demande-toi que si tu chargerais ce prix-là en bulk, ta plus grande quantité de bulk que tu veux offrir, est-ce que ça serait raisonnable pour toi?
c'était aussi bien de la manger, tu sais. Avec les fèves, des fois, c'est aussi bien de les manger. Mais c'est comme un peu la première étape et la deuxième étape. C'est demande-toi ce serait quoi le prix de base, puis regarde qu'est-ce qu'il y a autour. Parce que la réalité, c'est comme on dit au monde, si tu charges trop, le producteur a encore le choix de l'acheter. Si c'est biologique de Johnny puis c'est biologique de nous, le producteur a le choix de l'acheter des deux. C'est pas qu'il va l'acheter de celui qui est le moins cher. Alors, il ne faut pas se tirer dans le pied à ce niveau-là, mais aussi, on recommande aux producteurs, mais si pour toi, tu préférais pas de la vendre à ce prix-là, ben, demande le prix que tu veux. Alors, je te dirais que certaines semences, même je remarque que certaines semences ont été appraisées plus bas que d'autres commerciales. C'est peut-être un manque d'opportunité. Peut-être qu'on peut regarder partout. Et il y a certaines semences qui sont des fois 2 fois le prix. Mais c'est ça dépend vraiment de la réalité du producteur. Nous, ça fait un impact de notre côté au nombre de semences qu'on peut vendre. S'ils sont trop chers, ils ne vendront pas aussi bien. Puis ceux qui ne sont pas assez chers, mais bon, c'est ça. C'est un manque d'opportunité, je pense. Mais des fois, il y a des raisons comme, je sais pour moi personnellement, comme un exemple, j'ai fait pousser des semences d'oignons pour les 2-3 dernières années. Puis la variété que j'ai fait pousser était disponible seulement sur un autre distributeur. Et quand j'ai regardé le prix, je me suis dit que j'allais être millionnaire. C'était incroyable le prix qu'ils demandaient pour leurs semences d'oignons. Puis j'en avais pas fait pousser beaucoup, là. J'avais à peine une coupe de livres d'oignons, mais je pouvais me faire des milliers avec cette coupe de livres-là si je suivais leur prix. Alors, ça m'a vraiment donné une opportunité de comme, non, j'ai pas besoin de faire autant. Je pourrais, mais j'ai pas besoin de faire autant. Puis je veux vraiment être cohérent, disons, dans le fait que pour moi, c'était quoi la valeur de cette semence-là? La facilité pour moi de pousser cette semence-là, de la nettoyer, tout ça est pris en ligne de compte. Alors, j'ai décidé de descendre mon prix par rapport à l'autre producteur. Je suis sûre qu'eux, de leur côté, ils n'ont pas remarqué parce qu'ils sont beaucoup plus gros que moi, anyway. Alors, ça varie à ce niveau-là. Et c'est très compliqué encore pour beaucoup de nos producteurs de wrapping their head around it, tu sais, de vraiment comme, c'est quoi le bon prix, c'est quoi la vraie valeur pour moi, etc. Mais de plus en plus, comme je disais, avec toutes les ressources disponibles, puis comme le push présentement de faire beaucoup de crop planning, puis budget, le crop budget, je pense qu'on a une génération de maraîchers qui vont être beaucoup plus savvy à ce niveau-là, d'être capables d'appraiser leurs semences beaucoup mieux. Merci, Mel. Ouais, ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. N'importe quelle question, là, je suis disponible. Mon adresse email est même disponible sur la page de UBC, mais si vous ne l'avez pas ou vous ne la trouvez pas, je suis sûre que Hugo peut la donner. C'est correct avec moi. Envoyez-moi un email. Dans l'été, je ne suis pas super vite à répondre, mais l'hiver, je suis un peu mieux. Ça me ferait plaisir de vous aider un peu plus dans n'importe quelle étape, puis d'en parler un peu plus. J'adore parler semences anyway, comme vous pouvez le voir. Oui, j'espère que je vous souhaite le mieux et l'aventure la plus smooth que vous pourrez avoir dans vos prochaines étapes. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé. Bye! Bye! Salut!